Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue Jean-Claude Pont, je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du Pérou. Alors c'est un pays que vous connaissez bien puisque vous y êtes déjà Oui, allé à plusieurs reprises. oui, je suis allé 2 fois. Et oui, j'adore ce pays et sa population, hein, spécialement les Quechua, là, les descendants d'Inca, les vrais Péruviens d'origine. Et là, moi, comme c'est le mois de mars, Artisans du Monde table tout son mois de mars sur les droits des femmes, etc. Et donc, je me suis plongé là-dedans et j'ai fait encore des découvertes, hein. On en découvre toujours dans l'horreur, quoi. Alors, au Pérou, là, à ce moment, c'est l'ancien président Fujimori, qui a été président entre 1990 et l'an 2000. C'est un Péruvien d'origine japonaise. Et il est en prison. Il a été condamné à 25 ans de prison pour crimes, etc. Je peux expliquer un petit peu pour revenir. Dans les années 80 jusqu'à 2000, il y avait ce qu'on appelait le Sentier lumineux. C'était des maoïstes, des milices, etc., qui voulaient prendre le pouvoir, hein, en même temps que les sandinistes au Nicaragua, etc. Et donc Fujimori, lui, il s'est fait élire en disant « je vais régler le problème des sentiers lumineux ». Mais donc il a armé des milices, l'armée, etc. Et ben, il y a eu des massacres de civils. Les civils étaient pris entre deux feux, quoi. On sait combien de personnes ont été victimes de cette action? Je crois que c'était pour une trentaine de mille là, qu'il a été condamné, hein, à 25 ans de prison. Et moi, quand je suis allé la deuxième fois au Pérou, là, j'ai rencontré donc des producteurs péruviens d'Artisans du Monde. Ben, ils habitaient à la campagne jusqu'aux dans les années 90 et ils étaient rançonnés régulièrement, soit par les sentiers lumineux, soit par les milices armées du gouvernement, etc. Oui, parce qu'eux, ils étaient neutres dans ce conflit, en Oui, fait. ils étaient neutres, mais par exemple, les sentiers lumineux essayaient de bénéficier du trafic de coca, quoi, au lieu de faire du maraîchage, ils incitaient les paysans à cultiver la coca pour le trafic de drogue, par exemple. Et l'armée était un petit peu Parce que dans... ça finance aussi Oui, c'était un peu l'achat la d'armes. rançon, l'achat d'armes, etc. Donc, ces producteurs avaient quitté la campagne pour venir se réfugier dans la région de Lima. Donc, Fujimori, lui, il a été condamné pour ça, parce qu'il pour avoir armé les milices, plus la corruption, bien sûr, hein, il a été condamné à 25 ans de prison. Et dernièrement, le président actuel du Pérou l'avait gracié pour obtenir le soutien lors des élections du parti fujimoriste. Le donnant-donnant. Hein, ouais. Et lui-même, il est accusé de corruption en ce moment, hein. Les Péruviens n'ont pas beaucoup de chance avec leur gouvernement depuis 20 ou 30 ans. Et alors, mais par contre, nouveau procès en cours pour Fujimori, c'est pour la stérilisation forcée des femmes péruviennes. On évalue à plus de 300 000 femmes qui ont été stérilisées. Pourquoi? Alors, l'argument de Fujimori, c'était on va lutter contre la pauvreté. Pour ça, on va réduire la population. Les Péruviens pauvres font trop d'enfants, etc. Donc, s'ils font moins d'enfants, moins d'écoles à construire, moins de professeurs à former. ils auront moins d'embauches à nourrir, etc. Donc, ça, c'était l'argument. Mais bon, après, on s'est aperçu que surtout les femmes qui ont été stérilisées, c'est surtout des Quechua, c'est-à-dire la population originaire. C'est un ethnocide alors. C'est un ethnocide, c'est ce qu'on peut. Oui, on favorise les milieux plus aisés, ceux qui votent pour le président ceux qui vont en place. Voilà, les acteurs économiques qui apportent de l'argent, etc. Et ça, c'est une stérilisation qui a été forcée? C'est-à-dire que c'était des campagnes... Alors, on ne sait pas. Lui, il dit que c'était volontaire, c'est une campagne de stérilisation. Un peu plus de 300 000 femmes, 25 000 hommes aussi. C'était accepté. Mais en réalité, il y a déjà 2700 femmes qui ont porté plainte pour dire non, c'était pas du tout voulu. Moi, quand je suis allé accoucher, on m'a stérilisé. On m'a demandé si je voulais être stérilisé. J'ai dit non. Et on m'a quand même stérilisé quand même. à l'insu, oui. Oui, ça. Et bon,
Alors, il y a des douleurs physiques, psychologiques. En plus, bon, à Pérou, c'est quand même un pays assez machiste, surtout dans les campagnes. Et une femme qui ne peut plus procréer, ben, Et pour les hommes aussi, vous avez dit? Il y a eu il y a eu, des... il y a eu Jean-Claude Pont, oui. je crois que c'est... Attendez, je n'ai plus les chiffres, mais il y a eu plusieurs Parce milliers qu'ils ont d'hommes. profité d'opérations sur d'autres organes pour pouvoir Ouais, stériliser les oui, hommes? oui, 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 oui. Alors, bon, il y en a certainement eu, ça a été volontaire, ça se peut, Oui. mais il y a eu quand même un grand nombre de stérilisations forcées. Mais donc, moi, je disais ça, mais en cherchant des renseignements plus poussés sur Internet, bon, ben là, on tombe sur stérilisation forcée, on voit que ça a existé au Canada. Les femmes amérindiennes, toujours pareil, hein, les peuples premiers qui ont été... On essaie Décimés. de faire disparaître La mémoire. ces Ouais. Indiens, ces Amérindiens. On a la même chose avec les Rohingyas en Birmanie. On a eu la même chose au Japon, en Inde, enfin dans différents pays. Sous prétexte d'opérations de stérilisation, en réalité... Est-ce qu'ils ont donné des compensations financières? ben, C'est pour non, ça? non. Alors Même justement, pas. là pour l'instant, ce premier tribunal, là, c'est pour des indemnités. Et puis après, il y aura un deuxième jugement ou pour la condamnation au pénal de Fujimori. En tous les cas, il y a une action qui est en cours. Hein, c'est ce que Oui, vous nous oui, dites, oui, Jean-Claude oui. Pont. Alors, ce procès, déjà, les femmes péruviennes l'avaient déjà intenté en 2014. Ça avait été annulé. Puis maintenant, on leur a redonné l'autorisation. Mais le président actuel, par exemple, avait gracié, je disais tout à l'heure, Fujimori, et il niait qu'il y ait eu des stérilisations. Il essaye de tuer ce mouvement aussi dans l'œuf, comme dans beaucoup de pays. Hein, quand il y a un scandale, on essaye d'étouffer ça. On veut surtout pas que ça arrive sur la place Est-ce publique. qu'il y a une envie de démocratie au Pérou? Est-ce qu'on peut l'entendre aussi comme ça? Comme étant... voilà, il y a l'envie de s'approprier aussi son Ouais. destin, d'avoir une justice, ou en tous les Ouais. cas s'en rapprocher par rapport à ces exactions qui ont été commises. Ouais. Moi, quand je regarde les curriculum vitae des différents présidents péruviens depuis 30-40 ans, ils ont tous été condamnés, emprisonnés pour la plupart, pour corruption, pour des faits comme ça. C'est très très dur là. Bon, le président actuel, il a gracié Fujimori parce qu'il sait que Fujimori a Oui, il y a un beaucoup de intérêt. soutien. Il y a un intérêt. Fujimori, moi, mon copain péruvien, guide et tout ça, qui est quechua et tout, il était quand même très favorable à Fujimori, malgré tout ce qu'on disait sur lui, parce qu'il a ramené l'ordre. C'est quand même grâce à lui que les sentiers lumineux ont disparu et d'autres milices. Il a ramené un peu de prospérité économique, mais bon, pour ramener la prospérité économique dans des pays, souvent, ça profite pas à tout le monde, ça profite surtout à certains et pas aux autres. Bon, est-ce que les Péruviens des campagnes et tout ça votent, s'impliquent dans les élections et tout ça fortement? Je ne suis pas convaincu parce que c'est toujours des... Qu'en est-il de l'emprise foncière? C'est-à-dire un urbain qui voudrait quitter Lima, par exemple, qui voudrait s'installer en permaculture en Bolivie, est-ce qu'il est possible d'acheter des terrains? Oui, Pour le faire moi, fructifier. c'est ce que j'avais trouvé bien au Pérou, c'est quand même que les gens peuvent s'installer pratiquement là où ils veulent. Il y a beaucoup de terrains qui sont libres. Bon, malheureusement, c'est pas forcément Fertile. les plus fertiles, les plus intéressants. Hein. C'est vrai que Il y a des hauts plateaux aussi. les hauts plateaux, il y a quand même de la culture, on arrive à faire Oui. des choses, mais le long du littoral, sur les chaînes montagneuses et tout ça, C'est très accidenté en fait. je suis retourné là, il y a 2-3 ans au Pérou, de Lima, quand on suit toute la côte du Pacifique, c'est des zones semi-désertiques, mais on voit partout des cabanes, des planches. On a fait une petite cabane en planche. Alors, et le principe, c'est les gens s'installent là, et au bout d'1 an ou 2 ans, on considère que c'est à eux, c'est leur propriété. Mais seulement, quand on regarde tout autour, mais comment peuvent-ils vivre là? On se demande fortement. Oui, alors vous indiquiez lors d'une précédente chronique qu'en fait il y a de longues distances à effectuer à pied le plus souvent pour aller chercher de l'eau, pour aller vendre donc les productions. Hein. Oui. Moi, c'est ce qui m'a toujours ébahi au Pérou. On est dans une zone désertique, là, on roule depuis 1 heure ou 2, on n'a pas vu de village, on ne va pas en voir avant encore 1 heure ou 2, et tout d'un coup, parce qu'il y a un point de vue intéressant, où les touristes s'arrêtent, on voit des femmes qui sont là. Elles sont venues avec tout leur textile, leur artisanat sur le dos. Elles ont marché combien?
1 heure, 2 heures, peut-être plus. Elles refont ça le soir. On voit aussi un paysan avec sa bêche sur l'épaule. Il marche, mais à l'horizon, on ne voit rien. Comment C'est pour ça que moi, j'admire comment ce peuple-là, parce qu'ils vivent dans des conditions incroyables. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, Jean-Claude Pont, d'un partenaire d'Artisans du Monde au Pérou. Oui, Ouais. CIAP, c'est un des gros producteurs historiques d'Artisans du Monde. Beaucoup de textiles, d'artisanat aussi, comme en bois, les flûtes incas, Les des bonnets. choses comme ça. Oui, le lama, tout ce qui est laine, etc. Et donc, oui, moi, je voulais dire, c'est que, spécialement dans cette période de Covid, ceux qui sont dans le commerce équitable en profitent fortement parce que l'industrie au Pérou, c'est 70% d'emplois informels. Donc, en cas de confinement, il n'y a plus d'emploi, le gouvernement ne donne pas de compensation Subside. comme ça arrive en France. Donc là, et puis, je voyais aussi par rapport aux femmes, puisqu'on a beaucoup de femmes dans et j'ai évoqué leurs problèmes, le Pérou est classé dans les 3 derniers pays au monde au niveau pour les femmes, pour le droit des femmes. Parce que c'est vraiment un pays machiste. C'est vrai que c'est l'homme, c'est le patriarche, et puis les femmes sont... en ce moment, ils ont détecté 900 disparitions de femmes là, dans les 3 derniers mois. Parce qu'avec le confinement, la pauvreté qui s'intensifie, l'alcool, etc., les violences intrafamiliales, etc., c'est en progression constante. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Mm. Pont pour ce focus sur la situation au Pérou. On espère que dans les mois qui viennent, Mm. ces personnes pourront avoir justice par rapport aux exactions qui ont Ouais. été commises. Oui, Et on vous dit à à mardi bientôt. prochain, Ouais, si vous mardi le voulez prochain. bien. Au revoir Voilà. Jean-Claude Pont. Merci. Au revoir.